On va commencer cette conférence et je vais demander d'applaudir pour de bon et vraiment sérieusement Dominique Vallée. Tonnerre d'applaudissements. Ainsi que, on en parlait tout à l'heure, Monsieur Marc Lesser. Celui qui sait si bien se présenter tout seul, Patrick Borg. Et la vraie unique Brigitte Legordier. Alors vous savez, c'est une séance de questions-réponses. Alors la balle est dans votre camp, vous n'avez plus qu'à poser vos questions, puisqu'on a déjà quand même pas mal commencé. J'ai commencé là. Toi, t'as commencé déjà. Intelligente. Voilà. Pardon, je passe devant. C'est pour Brigitte Lecordier. Moi je me casse. Il me voit jaloux. Il fait pas de moi, il essaie d'arriver à fond. Dis-moi. Comment vous êtes retrouvé sur le projet Pipoudou? C'est Elle a trébuché. C'est vrai, bien, vas-y, raconte-nous un petit peu. C'est une très belle histoire. Attention, il y a des enfants dans la salle, c'est pas ce que tu dis. Non, mais Pipoudou, c'est un peu évident en fait. C'est fait par des femmes, des gens qui ont vos âges en fait, et qui ont grandi avec nous, qui ont été mal éduqués avec nous. Et aujourd'hui, ils font du dessin animé, c'est des super réalisateurs, des super dessinateurs. Ils ont plein de projets comme Les Cassos, Vermine, Crisis, qui cartonnent vraiment partout. Et lorsque Balak a dessiné Pipoudou, ils ont vu ce petit hamster rose qu'il fallait qu'il soit le plus cute possible. Pour eux, c'était évident. Il y avait une voix qui avait été cute dans leur enfance, c'était la mienne. Donc ils sont venus vers moi et c'était hyper trop mignon parce qu'ils savaient eux ce qu'ils avaient écrit comme horreur et ils connaissaient dans Oui Oui, Bonne nuit les petits, son Goku Gohan. Et je disais comment elle va apprendre ça, Brigitte, parce qu'ils ne connaissaient pas plus que ça, quoi. Et Balak, c'est un mec géant, Christophe est petit à côté. Ça s'appelle pas Christophe. Il s'appelle Sébastien. Depuis les temps, c'est le soleil. C'est mon jumeau en plus. Et moi, c'est Jean-Paul. En fait, tout, on change nos prénoms aujourd'hui et tout ça. Ouais, c'est ça. Et il vient fait, si tu veux, on a fait un nouveau projet. Souvent, ils me demandaient de leur donner des noms de comédiens, etc., de faire le casting. Alors, on disait, ah, vous voulez que je fasse le casting? Ah oui, tu pourras le faire, bien sûr, Brigitte. Question suivante. En fait, on aimerait bien que tu fasses le rôle principal. Alors moi, j'étais hyper enthousiaste. Et je vais faire la lecture avec eux et je tombe sur cette horreur qui m'a fait bien rire. Et voilà, et j'ai fait Pipoudou. Et je suis partie avec eux. Et maintenant, on fait partie de la même famille. C'est dégueulasse. Ouais. Et on se touche. Oui, nous sommes bien au projet. Ben ouais, Mais si, mais il y en aura. Pipoudou, il a plein de copains. Oui. La vie sexuelle de Oui. Très bien. Laisse tomber. Les dessous de Le Dragon Ball. traumatisme, quoi, tu vois. Un traumatisme. Vous avez une autre question? Dessous de Dragon Ball, il y a du dossier là. Oula. Je voulais savoir le personnage que vous avez préféré doubler dans la licence de Dragon Ball. Et, Alors ça c'est des questions à con, après tu en réponds. Donc ça va, tu nous fais pas chier avec tes questions de merde. Tiens, je vais donner le micro à Patrick. Oh non. Et aussi le doublage que vous avez préféré faire hors Dragon Ball. Mais il y en votre carrière. en plus je te taquine, mais c'est une question qu'on nous pose très souvent. Il y en a eu plein. T'imagines, depuis le nombre d'années que tous nous travaillons dans ce domaine, il y en a eu plein, que ce soit à la télé, au théâtre, dans des doublages de films, de dessins animés, de séries télé. Il y en a eu plein, il n'y en a pas qu'un. Il y a plusieurs. Pour ma part, j'ai adoré Charlie Sheen dans les Hot Shots parce que c'était très rigolo. J'aime beaucoup David Boreanaz. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de complicité entre les deux. Je le double depuis tellement longtemps, mais comme eux, quoi. Je suppose. Ils vont te répondre.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pareil, c'est vrai qu'en plus que nous, on a peut-être aimé doubler, c'est pas obligatoirement les trucs les plus connus et tout ça, tu vois. Mais quand on t'appelle et qu'on te dit, tiens, tu vas faire le méchant dans Capitaine Super Slip, il a un vague accent juifo-allemand-suisse, c'est un psychopathe, tu fais, bah oui, je vais le faire, j'aime bien, tu vois. Donc voilà, je fais souvent des mongols, des psychopathes. Quoi, et tu finis par russe. Ben c'est ça, espagnol. Mais non, il y a plein de choses, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on fait ça, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup de choses qu'on connaît. Dans Dragon Ball, Aucun pour ma part. j'ai horreur de cette série. Non, après, alors voilà, Broly c'est un gros malade, mais dans le vieux film, c'est un psychopathe et il passe son temps à se marrer. Et en vrai, ce genre de bêtises, si ça dépasse pas une demi-journée, parce qu'après ça devient fatigant, on aime bien faire ce genre de bêtises, c'est rigolo. Tu rentres le soir, tu es en règle générale en paix, calme, tu vois, relax, zen. Je sais pas ce que je vais vous dire moi, hein, parce que bah, moi aussi j'en ai fait beaucoup, donc là comme ça. Et dans Dragon Ball. Elle a fait tous les rôles. Ouais, je les ai tous faits en douce, sur ma douche, comme vous peut-être, quand vous avez envie de faire tous les personnages de Dragon Ball. Non, j'en ai fait aucun. Non mais avouez-leur, si vous voulez, tout le monde pense que c'est moi parce que j'ai besoin d'un peu d'argent à l'époque, mais la véritable voix de Son Goku, c'est moi. Et moi je faisais. Donc non, j'ai pas vraiment. C'est bon ce que je fais en ce moment, ce que j'ai fait, c'est compliqué de dire quel est le. Vraiment compliqué. On aime ce qu'on fait, donc c'est. Ça on n'a pas du tout répondu ce que tu voulais. C'est horrible. Génial, ouais, c'est super complet. Non mais c'est horrible. Mais c'est vrai qu'on s'attache à des personnages. Voilà. Surtout quand il y a des saisons et des saisons, ça c'est chouette. Et puis c'est vraiment difficile de répondre à cette question. D'où la colère de Patrick Borg. Bonjour, du coup moi j'ai une question à sens inverse. Quelle est la question qu'on vous pose jamais et que vous souhaiterez qu'on vous pose? On a des intellectuels aujourd'hui. Ah merde. Moi j'aimerais. Avec la chaleur qu'il fait, tu veux qu'on réfléchisse? Salaud là! Traître! À quelle heure on mange? Oui, c'est ça. Oui, par exemple. Personne m'a demandé à quelle heure on mange. Non, mais je sais pas. Là je saurais pas. Mais sincèrement, je saurais pas quoi répondre. Pas spécialement, tu sais. On fait des conventions, on nous pose des questions, on essaie d'y répondre, soit dans l'humour ou de façon très vraie. Est-ce qu'il y a des questions Enfin, personnellement, j'ai pas assez d'ego et les 3 zigotopes qui sont à côté de moi sont exactement pareils. Donc, à part Brigitte, pardon-moi, je te la passe d'ailleurs. Non, j'ai pas de questions non plus. Si à quelle heure on mange, ça c'est pour moi c'est hyper important. C'est à quelle heure l'apéro? Et à quelle heure l'apéro? Voilà, qu'est-ce qu'on voit? Ah oui, alors oui, c'est ça. À quelle heure l'apéro? Dominique, c'est est-ce qu'il y a du vin blanc? Moi, c'est plutôt où il y a des petits Non, fours. j'aimerais bien que dans les conventions qu'on m'apporte du travail, quoi. Qu'on me dise tiens, j'ai pensé à toi pour un rôle, j'ai une nouvelle série, voilà. Ça on me l'a jamais fait. Ah bah non. Ça va venir parce qu'on a un mec qui pose dans le métallurgie, il a pensé à toi. Ah c'est une bonne idée ça. Ah, c'est bien. Ouais. Apportez-nous du travail. Voilà, une autre question. Oui, devant. Il arrive. Il est un peu fatigué. Tu t'es fait crier. C'est pareil. Non, ne vous battez pas, calmez-vous, tout va bien. Tout le monde sait. Alors, du coup, c'était une question pour nos 3 camarades doubleurs, à part Brigitte. C'est parce que sur sa chaîne YouTube, elle a raconté la fois où elle est partie au Japon et qu'elle a pu rencontrer son homologue japonaise pour son coup. Du coup, je voulais savoir si les 3 autres avaient pu rencontrer leurs homologues, que ce soit doubleurs Jap ou acteurs qui vont doubler dans des films ou séries. Il est arrivé parfois qu'on en rencontre quelques-uns. Moi, David Boreanaz, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Je l'ai eu au téléphone. Pourquoi? Il était au festival de Deauville il y a quelques années. Il y avait un fan qui était là-bas. Il m'a dit oh putain, Patrick, tu sais quoi, tu sais David Boreanaz? Je fais bah oui, ok, c'est super sympa.
L'autre, il s'est pas dégonflé, il est allé lui parler en disant, vous savez, je connais votre voix française. Et il m'a téléphoné, il m'a passé David Boreanaz, qui a dû pas savoir quoi lui répondre et qui a pris le téléphone pour qu'il foute la paix, probablement, et qui très gentiment m'a dit, bah voilà, bah, ça me ferait plaisir de vous rencontrer, est-ce que vous voulez bien venir au festival de Deauville? Et là, je lui ai répondu, il dit, ouais, maintenant, là, aujourd'hui, j'ai dit, écoutez, c'est dommage, mais je suis en train de doubler une série de merde avec un connard qui s'appelle David Boreanaz et une série qui s'appelle Bones. Et là, il a éclaté de rire. J'ai dit, mais demain, en revanche, je ne travaille pas, mais on peut se rencontrer avec plaisir. Et demain matin, je retourne aux États-Unis, j'ai mon avion à 10h. Voilà, alors peut-être que ça se fera un jour. Alors après, je sais qu'il y a des conventions qui avaient pensé à lui. Donc Sébastien qui fait mais c'est très très cher pour l'avoir. C'est des gens qui demandent des cachets. Je peux vous dire, hein, ils demandaient 150 000 €. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire, pour une convention, c'est juste impossible, quoi. Voilà. Je suis moins cher. Je suis moins cher. Moi, je veux bien dire. Non, moi j'ai jamais rencontré les gens que j'ai doublés. J'ai failli rencontrer, comment il s'appelle, Nicholas Brandon, qui était Alex dans Buffy. Et puis ça s'est mal goupillé, il n'a pas pu venir le jour où j'étais là, voilà. Mais c'est supposé que dans les tuyaux, il voulait faire ça, mais toujours pas. Ça me ferait plaisir de rencontrer Matt Leblanc, par contre, il paraît qu'il est super sympa en plus. Donc, mais on vous le racontera pas, on ira faire la teuf, personne s'en court. J'ai rencontré à une convention à Disney Christine Bauer, celle que je double dans Once Upon a Time, Maléfique, et dans True Blood, adorable. Je suis arrivée devant son petit bureau, elle signait, j'étais toute seule, et je suis arrivée et elle m'a regardée, l'air un peu fatiguée, elle a pris un papier pour me faire une dédicace, je lui ai dit non, non, non. Et en anglais, je lui ai dit que j'étais sa voix française. Et donc là, immédiatement, elle a dit « Amazing !» Puis elle s'est levée. Elle a dit à son garde du corps en anglais « It's my friend voice, it's amazing !» Elle a appelé son mec, elle a appelé tout le monde. Et puis, elle m'a été adorable. Moi, j'étais un peu intimidée. Elle a dit « On fait une photo, tout ça, donc avec mon téléphone. » Non, on m'a pas fait payer la photo. Et on a fait des selfies, ceci, cela. Ça a duré 3 minutes. Hein. Elle avait d'autres choses à faire. Mais vraiment adorable, très américaine, très amazing. Voilà. Vous savez, avec les gens un tout petit peu connus, qui souvent se la pètent. Les énormes stars, moi j'ai bossé avec 2 stars dans ma vie, qui étaient Peter Ustinov et Sophia Loren, mais adorable, adorable, en doublant, hein, en doublage, parce qu'ils parlent français tous les deux, mais adorable. Très cool, se la pètent pas. Et c'est pas grave, Holly Marie de Charmed, Piper. J'ai rencontré donc Léo la première année à Paris Manga. Brian Krause, Top Moumout, le mec, un amour, un mec génial, mais génial. Non, non, enfin, il n'a pas de Moumout. Top Moumout, c'est une expression belfortaine. Je viens de Belfort. Ça veut dire qu'il était super. Et l'année d'après, on m'avait donné un rendez-vous pour rencontrer Oli, pour lui enfin qu'on se voit. T'as rencontré Top Moumout Oli? Je comprends plus rien. Et donc j'avais rendez-vous à 15h, je suis allée à son desk, ils appelaient ça comme ça, j'ai attendu, elle est passée 1 fois, 2 fois, elle m'a regardé, elle me faisait des petits signes, et puis ses attachés de presse sont arrivés, ils m'ont dit elle est très très fatiguée, elle ne veut pas vous recevoir. Donc j'ai dit quand même c'est juste 1 minute, on fait une photo, voilà, je lui dis bonjour, je suis sa voix française et ça ne va pas la fatiguer plus que ça. Et ils m'ont dit non, c'est pas possible. Et après j'ai demandé à Brian Krause pourquoi elle ne venait pas, si ça lui posait un problème. Et en fait j'ai appris qu'elle était enceinte de son 23e enfant. Parce qu'elle fait des hamsters, elle, hein, voilà. Et tu l'aimes pas. Tu l'aimes pas, elle. Non mais j'ai trouvé ça un peu cavalier, quoi. Et donc elle était vraiment très fatiguée et elle ne pouvait pas m'accorder une petite minute. C'est pas grave, ça arrivera peut-être une autre fois, sinon je dormirai cette nuit. Non, garde-le.
Allez, Allez, tu avais à une toi. question. Allez. Ah d'accord, je pense qu'il fallait d'abord. Désolé. Alors, Il a trop peur que tu lui piques le micro. Tu rêves, tu vas pas l'avoir comme ça, c'est... ouais. Alors j'ai une question sur le doublage VF dans Dragon Ball Super. Comment vous arrivez surtout à différencier quand il faut doubler deux personnages en même temps, par exemple quand c'est Goku, Blagoku, Ça, je peux répondre. ou par exemple Gohan adulte et Trunks du futur. Est-ce qu'il y a par exemple, comment expliquer, des voix plus aiguës, plus graves, ou est-ce qu'il y a surtout du montage dans le doublage ou pas trop? Je ne peux répondre que pour moi. C'est parce que je suis un comédien extraordinaire. Je fais c'est très simple en même temps. Je veux dire, il n'y a absolument aucun problème. Non, tu sais, on a quand même un petit peu l'habitude c'est vrai que tous on fait quand même beaucoup de dessins animés depuis très longtemps, et qu'à l'époque, il fallait savoir, pour des raisons, non pas des régions, pour des raisons de coût, on faisait parfois, comme sur Son Goku ou sur DBZ, beaucoup de voix. On était 6 à faire toutes les voix. Donc il fallait bien qu'on change les voix, si tu veux. Donc on s'allégeait au truc, ou comme Boubou, où je lui ai donné cette espèce de « comme ça, je suis Boubou ». Et à l'époque, aucun de vous n'avait connu, mais quand Pierre Flarot me dit « Tiens, avec 5 voix comme ça, Pierre Flarot te fait « Tiens, tu vas doubler le gros Malabar, la tout rose ». Ça me fait « Bon, d'accord, ok, si tu veux, Pierre ». Et j'ai pensé à Raymond Barre. Il parlait un petit peu comme ça, et voilà comment est venue la voix de Boubou. Voilà. Et j'ai proposé ça, et Pierre « Oui, c'est très bien, on regarde comme ça les flics ». Mais pour parler, parce que tu parlais de Dragon Ball Super, et je vois très bien la scène dont tu veux parler, mais on est aidé par la technique. Par exemple, comme on a plusieurs pistes, ce que j'ai fait là dans la scène où il y a Trunks et Gohan en même temps, c'est que tu fais d'abord un personnage, ce qui permet de te concentrer sur ce personnage-là, de bien garder sa personnalité, sa voix, et après tu fais l'autre. Mais sur ces personnages-là, il n'y a pas de trucage particulier, puisqu'ils n'ont pas de voix particulière. À la limite, si tu fais une voix très différente, c'est presque plus facile. Mais tu es aidé par le fait qu'on peut séparer les deux personnages et ne pas les enregistrer en même temps. Mais tu as des comédiens comme Roger Carrel. Oui. Grand monsieur adorable qui a il arrêté fait tout en même temps. Il doit avoir 94 ans. Lui, il y avait 3 personnages. À un moment des phrases, la phrase se termine là et l'autre commence là. Si tu n'as même pas le temps de faire entre les deux. Et il parlait, oui, comme ça, oui, il faisait 3-4 personnages comme ça en même temps qui se parlaient, qui se répondaient. Et c'était juste, mais... Ouais. Ah, on regardait tous, mais voilà. Mais alors, il y en a un, c'était lui. Dans Capitaine Tsubasa, où je fais la maman de Tsubasa, ma petite Bribri, elle fait les jumeaux. Et ben, quand ils se chevauchaient pas, c'est-à-dire quand ils se parlaient pas l'un sur l'autre, elle les enchaînait avec 2 voix différentes. Oui. Très fière de ça. Il y en a un qui parle un peu comme ça. Oui, qui a une petite dent comme ça. Il a pas facile. Ouais. Et puis l'autre qui parle normalement et elle les enchaînait sans s'arrêter. Voilà. Non, mais même à l'époque de Dragon Ball Z, quand je faisais la fusion en 1915, quand je faisais la fusion avec Gohan et avec Trunks et Goten, et en fait, on n'avait pas le matériel d'aujourd'hui justement. Oui, on avait 3 pistes. Et encore 2 en général. Une piste occupée par la musique, l'autre souvent le bruitage, et une piste pour les comédiens, et parfois 2 pour les comédiens. Donc du coup, effectivement, souvent, je me parlais à moi-même. Et puis au moment où on est vraiment, où on faisait fusion en même temps, ben là, on le faisait sur notre piste, quoi. Alors des fois, on rajoutait un track, c'est une bande magnétique en plus. Qu'on rajoutait. Mais ça faisait vraiment suer les ingé-sons, parce qu'après, ils sont obligés de retrouver la longueur du track pour les... Parce qu'avant, on enregistrait sur des bandes magnétiques. Vous avez vu comme les anciens magnétophones ou les cassettes, il y a des bandes, sauf que c'était des bandes larges comme ça. On enregistrait là-dessus. Maintenant, c'est du numérique, c'est ordinateur. À l'époque, c'était des scènes sans litres. Tu mettais la boucle. C'est que les cassettes. Ça me fait rire de voir vos têtes, tu vois. La boucle, oui, les petits il y avait le texte et l'image. Et il fallait enlever. Et chaque boucle comme ça. Donc c'était très long. Maintenant, tu appuies sur un bouton, tu fais scène 112. Boucle. J'ai démarré le doublage. Donc c'était avec les frères Lumière en et en fait, c'était encore. Mais non, sans déconner. Sans déconner. Moi, j'ai démarré, il y avait encore des projecteurs à arc. Ouais, moi aussi.
Et c'est pour ça que ça s'appelle une boucle, on appelle toujours ça une boucle, une scène en fait. C'est parce qu'en vrai, le film était découpé en petites boucles et il y avait une amorce vide avec du noir, quoi. Et il collait ça et ça tournait en boucle pour de vrai. Et c'est pour ça. Et il y avait, pour enregistrer, donc il y avait une piste optique avec le son original qui est collé sur le côté de l'image. Et il synchronisait avec ça une bande magnétique, mais pas une cassette comme ça, pas un radiocassette. Hein. C'était un truc de la taille 3 de cm, comme c'est ça, pour ça qu'on du dit 35 mm. 35, C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. La bande qui faisait la même longueur que la scène, et ça tournait en boucle. Et les mecs, et on avait un recorder qui était dans la salle technique, et ça ressemblait à des salles de cinéma à l'époque, nos studios. Vous voyez dans les vieux Et films, les gros projecteurs énormes dans les vieux films, c'était ça. Il fallait se protéger les yeux pour allumer les arcs. Ah parce ouais. que c'était hyper dangereux. C'est un arc comme quand tu fais de la soudure, quoi, tu vois. Absolument. Voilà. Et du coup, on avait le temps. Et de temps en temps, c'est l'époque où on fait tous, hein, dans les studios, dans les trucs. Ah oui, ça. T'as les mecs avec sa gapette, sa clope et tout, ils t'entendaient à l'arrière. Eh merde, fais chier! Parce que tes arcs, ça chauffait très fort. Et la pellicule qui était très inflammable, cramait. Et la merde, on n'a plus d'image, on n'a plus de bande rythmo. Fallait redemander au laboratoire qui redéveloppe une image, donc ça prenait un temps. Et maintenant, on va à fond, tout est numérisé, Ouais. t'as des milliers de pistes. Tu vrai te qu'on cours a- sur un mot, l'ingé son quasiment, il peut te reprendre le mot. Si par exemple il manque un R à un mot, Ça peut il arriver. peut prendre un autre R que tu as fait dans un autre mot et le mettre. C'est un peu Ah oui, ça- C'est assez incroyable. Vraiment les incroyable. pouples, là. C'est devenu plus facile. Ah bah oui, oui. qu'à l'époque. Oui, mais quelque part, on joue moins dans la longueur. Pour donner un exemple, et c'est pas si vieux, mais accordez-moi ça, quand on faisait Friends, on était, et puis même quand on faisait Dragon Ball Z, on était tous au micro en même temps. Ouais. Il y avait cette deuxième piste, mais on On était était tous au en micro en 16 même temps. mm. Et oui, oui, et on aimait bien faire. Jouer ensemble. Parce qu'on jouait ensemble, comme tous, on a fait du théâtre, de la scène, on retrouvait ce sentiment de jouer et de pouvoir réagir à ce que faisait l'autre. On Et était. là, on est très isolés, alors d'autant plus avec. Ce le qui est virus, bien, moi je trouve ça très bien. Très quand isolé. Oh là là, allez pas tous ensemble, quelle horreur! Non mais on était une véritable troupe en fait. C'est aussi pour ça qu'on s'entend bien. Aujourd'hui, les Ah bon, comédiens. on s'entend. Non, enfin non, pas eux. Je m'entends bien avec Céline Je vous Montserrat, entends pas bien, avec je vous Philippe entends Ariotti, trop, les c'est autres quoi. En même temps, souvent les gens nous disent ah mais DBZ, mais ça faisait déjà des années qu'on travaillait ensemble sur d'autres choses. Mais oui, oui. Alors DBZ, c'est vrai que c'est 33 ans d'aventure avec une coupure, je sais pas, d'une dizaine d'années à peu près au milieu. Mais quand les gens disent ah mais alors vous êtes, non non, on se connaissait déjà de lui, on était à l'école des enfants du spectacle. J'avais 16 ans, il arrive, il a 8 ans, il commence son métier à 8 ans de comédien. On a joué au théâtre ensemble, on a tourné des films ensemble. T'étais pas si vieux. Bah, j'ai 6 ans plus que toi, du coup. Il était 6, j'avais 14 ans. J'avais pas 16. Ouais, bon, j'avais 14 ans. Vieux con toi-même. Et voilà, donc, avec Marco, tu vois, on se connaît depuis. Je demande le divorce. Je te comprends. Une autre question. Oui, s'il te plaît, tu as raison. Pour Marc, comment t'as trouvé la parodie de David Nourier qu'il a fait avec Avec moi. Oui, C'est moi qui ai fait la voix. Oui, je sais que c'est toi qui as fait la voix, justement. Comment lui t'a abordé pour faire ça? Il m'a il m'a fait un super chèque. Non, je déconne. En fait, c'est par Brigitte, qui le connaît bien. Et elle lui a dit, c'est elle qui a touché le chèque. Et elle a dit à David, mais si, vas-y, il est sympa et tout ça. Et en fait, il a écrit un petit scénar, et puis comme on se connaissait pas très bien, je pense qu'il n'a pas complètement osé aller au bout, et donc c'est moi qui ai rajouté quelques bêtises. Et après il m'a dit « Oh c'est chouette, je te remercie !» Et voilà. Mais j'ai adoré, on n'a pas pu le faire ensemble par contre, parce que je crois que c'était au début du confinement, et finalement j'ai enregistré ça de chez moi, du coup il a pu monter les trucs et tout. Mais j'aime bien son humour, hein, c'est assez sympa. Lui, il a du matos chez lui, comme il est musicien, une console, il peut tout faire de chez lui. Hein. Ouais. Moi, j'ai mon téléphone, et comme je ne sais pas envoyer un message là, je suis dans la merde. Moi, je vois par téléphone. Question là-bas. J'ai une question pour Patrick. Oh non. Encore. Tu vois qu'il y a des gens qui m'aiment bien. Quelle erreur.
est-ce que c'est pas trop compliqué pour vous et Éric Legrand de faire, quand vous fusionnez, de faire en même temps Non, parce que, comme on te disait, il y a des phrases qu'on a fait par exemple ensemble. Alors au bout de 2-3 fois, on arrivait à se dire, bon allez, on inspire là, on expire là pour être vraiment ensemble sur les mots. Et quand c'était des phrases qui étaient trop compliquées, je la faisais. Il l'écoutait, il l'entendait, ou j'avais fait par exemple, si je te disais bonjour, il y a un temps, comment vas-tu? Ben il disait bonjour, comment vas-tu? Il chopait le même rythme, ou moi derrière, peu importe. Et après, si tu veux, on peut vraiment, avec les moyens actuels, décaler d'une image. Quand tu penses qu'une image, c'est 24 images par seconde, donc une image c'est très peu. Donc on décale de 1, 2, 3 images si je suis trop en avance, vers l'arrière ou vers l'avant, et après tu mets tout ça ensemble. Non, c'est pas compliqué. D'accord. Merci. Je t'en prie. Et puis Eric, il a une super diction en plus, contrairement à Patrick. Ah, ça c'est clair. Ça je Non, mais confirme. c'est vrai. Hein. Ah non, mais c'est vrai. Et il est capable de. C'est pas le même niveau. Hein. Il a. Ah non. En vrai, il a une technique. Moi, ils m'ont pris parce que j'étais à la Cotorep, si tu veux. Tu vois, ça leur permet de payer moins cher au niveau des charges. Non, mais il a une maîtrise extraordinaire du langage. C'est vrai. Hein. Mais il est très con, hein, c'est tout ce qu'il a. L'addiction, mais est très désagréable. Ses oreilles j'ai doivent pas, quoi. siffler, là. Il doit avoir. Ouais, ça doit. Non, non, mais il est en train de filmer, il va lui envoyer dès ce soir. S'il te plaît, envoie ça à Eric, qui nous haïsse encore plus. Ça va lui donner du corps à son personnage. La demoiselle. Il s'est endormi. Une question pour Brigitte, qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre chaîne YouTube? Pognon, t'as pas toi, elle attend d'avoir 3 milliards de Le vues. fric, ouais, bien sûr. En fait, je suis animée que par ça. Non, tu sais, j'avais fait les. Enfin, tu sais, j'en sais rien. J'avais fait Allô Célinou, des petits canulars téléphoniques qui étaient passés sur Canal+. Qui ne connaît pas? Levez la main ceux qui ne connaissent pas Allô Célinou. Ah bah, Alors, tu je vous dis un truc, vous allez sur YouTube ou sur sa chaîne. Sur ma chaîne, ouais. Et c'est extraordinaire. Le concept, je peux vous raconter. Oui, bien sûr. C'est une petite fille de 4 ans qui appelle des gens au téléphone. Et ça peut être, elle appelle une radio, et avec sa voix d'enfant qu'elle sait fabuleusement bien faire, et c'est génial parce que tu es en impro là, je sais pas ce que vous répondre des gens, et c'est une petite fille qui appelle, le mec il est animateur de radio, elle fait « Je voudrais faire de la chanson ». Oui, d'accord, comme c'est une petite fille, tu n'oses pas l'envoyer chier. Tu vois, et c'est à mourir de rire, mais non, mais faut, parce que je trouve pas les mots qu'elle a, c'est un truc qui lui appartient, c'est génial. Et pourtant je déteste Brigitte, Oui. Non, mais c'est fantastique ce qu'elle fait. Et du coup, ces petits canulars téléphoniques Allô, ont été mis. c'est Ninou, N-I-N-O-U, sur sa chaîne ou sur YouTube. De toute façon, vous allez être formidable. tous obligés de vous abonner à ma chaîne YouTube avant de sortir. Donc déjà, toutes les mains qui se sont levées là. Ah, vous êtes sinon, pourris. l'attaque, elle vous mord les mollets à la sortie, je l'appelle. Et j'ai récupéré en fait ce petit produit qui était pour Canal+, a été diffusé le matin à 7h du matin. Comme c'est un enfant qui a 4 ans qui parle, vous savez, les chaînes de télévision ont des principes. Si le héros il a 4 ans, on donne ça aux enfants de 4 ans. Si le héros a 8 ans, on donne ça aux enfants de 8 ans. Si le héros a 40 ans, on donne ça aux enfants de 40 ans. Voilà. Et donc là, comme il avait 4 ans, ils ont mis ça le matin, avant d'aller à l'école, etc. Mais je dis, mais moi, je m'adresse à mes fans qui sont plutôt grands, plutôt ados et plutôt adultes. Mais justement, ça va les faire marrer parce qu'ils savent qu'il y a derrière le petit Ninou. Et en fait, ils n'ont pas compris le concept. Et du coup, ça a marché hein, malgré tout. Ça a bien marché. Mais voilà. Et une fois que ça a été diffusé, c'était resté dans des tiroirs. Et je suis allée voir mon producteur qui m'a dit oh, écoute, les chaînes ne font plus de produits courts. Si tu veux, ben, tu récupères les droits et tu mets ça sur YouTube. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait ma chaîne. Je suis allée voir Cyprien. Je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses, une chaîne YouTube Brigitte Lecordier, ça peut faire quelque chose. Il me fait mais non, mais c'est pas que ça peut faire quelque chose. Il faut le faire. Donc tout le monde t'attend. Et je le croyais pas. Ah, il m'a aidé, oui, bien sûr. Et je le croyais pas, toi. Et c'est vrai qu'en 2 semaines, je crois que j'avais 200 000 follow.
Je crois que j'ai battu tous les records. C'était du coup les chaînes de télé sont revenues vers moi et tout ça. C'est très rigolo, quoi. Ça a très bien marché. Et puis voilà, et Cyprien m'a présenté des jeunes gens pour m'aider à construire la chaîne parce que il m'a dit tu vas pas recommencer comme moi, j'ai commencé en pataugeant dans la semoule, en essayant des trucs qui marchent pas, nanana. Je vais te brancher avec des gens qui connaissent YouTube. Et on est 3, il y a Hugo Amizet que certains connaissent puisqu'il s'occupe d'une chaîne de doublage, Tom Grossin qui est un jeune cadreur magnifique, et puis moi, et voilà, et on travaille comme des oufs là-dessus. Vous savez, la télévision comme le cinéma, ça a toujours été, mais... C'est devenu, là on est dans un monde mais épouvantable, c'est-à-dire c'est un monde de fric, c'est une industrie énorme, le jeu vidéo n'en parlons pas, plus encore que le cinéma, et lorsqu'ils diffusent par exemple une nouvelle série, ils la mettent un soir, si ça ne fait que tant d'audimat, ils n'essaient même pas 2 ou 3 épisodes derrière. Un truc, je vous donne un exemple, Bones, Buffy contre les vampires, Angel, tout ça, ça marchait très bien. Diffusé donc en prime time, ce qu'on appelle prime time, c'est-à-dire 20h30, c'est-à-dire le créneau le plus regardé. Pour la série Seal Team, ils la mettent 20h30, genre Bones, ça a vachement bien marché, c'est toujours M6, ils la mettent 20h30. Il y a eu un match de football en même temps sur je ne sais plus quelle autre, sur d'autres chaînes, donc l'audimat est descendu. Le 2e épisode, diffusé à 23h30. Là, les gens se disent « Ah putain, ça dure 1h30, moi je bosse demain matin tôt. » Donc l'audimat descend, et ensuite, voilà, terminé. Et ensuite, je crois qu'ils ont vendu ça à des chaînes satellites et tout. C'est tout, c'est-à-dire ça va très très vite. Très très vite. Et YouTube permet à vous trouver des choses. Et voilà, et du coup, cette chaîne, elle fonctionne comme ça, et là, avec le Covid, malheureusement, on n'a pas pu tourner beaucoup de choses. Mais j'ai eu la chance de diriger le dessin animé de Cyprien. Et là, mercredi, il y a le making-of de comment on a travaillé avec Cyprien pour son dessin animé, sur sa bande dessinée qu'on a mis en dessin animé. On a fait un petit défi, on s'est dit, on fait 40 épisodes en 15 jours, et on y est arrivé. On s'est enfermé dans une maison, et on a bossé comme des oufs, et on s'est super marré. Et Cyprien nous a montré comment faire du lait ferré. Voilà, vous verrez ce que c'est. Rendez-vous mercredi à 16h. Ça, c'était pendant le Covid. Ça, c'était juste avant le Covid. Juste avant. Une autre question au milieu de ça. Je le savais. On a tous des masques là sur la tronche, parce qu'un jour est apparu ce virus, le Covid. Vous savez par qui il a été créé? Et qui est le Covid? Bien évidemment, ça lui permettait de travailler seul, que tous les autres restent chez eux, et de vous foutre des masques sur la tronche en plus. Donc si vous avez des... Elle est... Cette femme est machiavéliquement intelligente. On les masques, c'est ça? On aurait pu en faire. C'est une fan qui nous a offert ça. Vas-y, c'est pas, c'est cosplayer. Vas-y. Question suivante. Oui. Bonjour, j'ai une question pour... Suivante. Par rapport à un doublage, je vais lancer une question. Avez-vous déjà découvert les voix originales de manga animé de Dragon Ball? Et vous étiez dit quoi avant de faire la voix française? Tu veux dire si on a rencontré qui Non, les tu doubleurs Je veux dire, vous étiez dit quoi quand la première fois que j'ai entendu Dragon Ball. Les voix originales de manga animé. Manga animé De Dragon Ball. Ah, des animés de Dragon Ball. Oui. J'ai Il a dit fait... que c'était une question pour Patrick et Marc qui s'en foutent, toi. Il y en a au moins un qui s'en fout de toi. J'avais demandé pour Marc et Patrick, donc c'était les 3. Non, mais j'ai fait une vidéo justement sur ma chaîne où je regarde le premier épisode. Voilà, où je regarde le premier épisode et je raconte comment justement pour la première fois j'ai vu Son Goku, quoi, qui était petit. On savait pas si c'était un singe, si c'était un enfant, on savait pas ce que c'était et personne ne savait ce que c'était que ce truc-là. Il n'y avait pas de manga. Le manga, il est arrivé avec moi quand je suis revenue du Japon en 90. Mais le manga n'existait pas en France. Donc on n'avait aucun repère, on ne savait pas.
Et on s'est dit, ah, c'est le conte du roi singe. Oui. On avait le petit singe et tout ça. On s'est dit, ah ouais. Et puis après, on se dit, ah ben non. Puis il commence à toucher les seins des filles. On se dit, peut-être pas. Et puis voilà, quoi. Et on a avancé avec lui, quoi. Non mais on savait pas ce que c'était, même par rapport à d'autres animés qu'on a doublés à peu près en même temps. Moi je suis arrivé un peu après eux, parce que je suis beaucoup plus jeune et bon qu'eux. Et je suis arrivé sur Dragon Ball Z, je faisais Trunks du futur. C'est vrai que je connaissais pas du tout cet univers-là. Ils m'ont pas beaucoup aidé parce qu'ils étaient... jaloux. Oui, ils étaient autant tombés que moi. Mais si tu veux, Dragon Ball, la particularité, c'est que ce qu'on a tout de suite vu, c'est qu'il y avait une certaine joie de vivre, une certaine naïveté, il y avait des trucs entre eux, ça se vannait un peu dans les personnages. Et on s'est beaucoup fié à ça en fait pour développer nos personnages. Mais on comprenait rien à ce qui se passait, et il faut bien savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas moyen d'avoir une info quelconque sur ce qu'étaient les animés, ce que ça représentait même culturellement au Japon. On ne savait rien de tout ça, et il n'y avait pas internet pour aller voir. Hein. Et toi, on aurait connu l'univers de Toriyama à l'époque, on aurait peut-être plus déconné d'ailleurs. Peut-être oui. On s'est lâché au fur et à mesure, mais... que nous, on n'a pas... C'est venu au fur et à mesure, quoi, mais pas tout le temps. Ouais. Et alors en plus, il faut savoir que, un petit détail, mais les auteurs qui écrivaient à l'époque, il y avait très peu de bons dialoguistes qui comprenaient bien le japonais. Il n'y en avait pas en tout cas. Et les auteurs le recevaient souvent, soit déjà une traduction en anglais, soit une version espagnole où il y avait déjà des trucs. Donc c'était très difficile de se repérer en fait sur ces trucs. Et c'était souvent des mauvaises traductions en anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est le premier manga qui débarque en France. À l'époque, la seule chose qui avait été amenée en France, c'est ce que j'allais dire, amené par un monsieur qui d'ailleurs a fait une fortune avec ça, qui s'appelait Jacques Canestrier, qui, en allant au Japon, découvre Goldorak, fait « Ah, c'est chouette », il achète les droits, il a vu ça à la télé, et là, je te dis pas, bingo. Moi, je le sais parce que c'était un ami de mon père, et voilà, ils en parlaient avec mon père, donc moi j'étais gamin, j'écoutais, et après c'était amusant, puisque j'ai doublé, j'ai fait la voix de Mazinger Z, qui au Japon est sorti qui est sorti avant Goldorak. Alors qu'en France, ils ont d'abord sorti Goldorak, et quand ils ont vu comment ça marchait, ils ont acheté ensuite Mazinger Z. C'était pas vrai, c'était moi sur Mazinger Z. En fait, c'était mon frère. C'est vrai en plus. En plus, c'est vrai. Et dans tous les hops, je disais, ah, c'est mon frère. Ah oui, ça c'est drôle parce que c'est un truc qui n'était pas écrit. Hein. Elle a rajouté, et à chaque fois, 2 ou 3 lignes, c'est mon frère. Après, t'as le directeur artistique qui fait, bon, c'est bon, tu l'as dit, il faudra un bout de fait, ouais, mais c'est rigolo. C'est vrai que c'est devenu une espèce, tu sais, c'était comme, je sais pas si vous avez vu cette série merveilleuse, vieille série qui s'appelle Le Prisonnier. Ah ouais. Qui se passait sur une île avec une boule blanche et tout. Et t'avais toujours Jacques Thébault, la voix de Steve McQueen qui disait toujours bonjour chez vous. C'est lui qui l'a inventé. C'est lui qui l'a inventé. Et je me souviens d'où on l'était. Alors après, non seulement je l'ai rencontré, on a travaillé avec lui énormément et était devenu un très bon ami, mais Jacques Thébault avait lancé ce truc et je me souviens quand on était môme à l'école, on dit bonjour chez vous. On a adoré cette série qui est une série de Patrick McGowan, mais génialissime. C'est-à-dire que l'île existe toujours, et les maisons du numéro 1, tout ça et tout, c'est devenu maintenant une espèce de Walt Disney. Tu visites tout ça en te trimballant avec les petites bagnoles électriques. J'ai pas fait école parce que les enfants ils disent pas, ah, c'est mon frère. Et là maintenant ils disent Voilà. À vous de répondre sur le Dragon Ball, les gars. Ça y est, j'ai répondu. Oh, ça y est, elle a répondu. Il y a d'autres questions. Qui a levé la main en premier là? Ah, monsieur en bleu. Monsieur. Alors, c'est une question plus générale par rapport à vous quatre. Enfin, que pensez-vous personnellement de cette reconnaissance progressive du monde du doublage, que ce soit par le public et ainsi que par les médias voilà. Alors, personnellement, je vous dis merci. Voilà. Un grand merci, qu'un grand M. Parce que grâce à vous, on sort de l'ombre et c'est génial. Du coup, les médias s'en emparent et ça commence à ça commence à devenir à la mode de connaître les voix de doublage français. Et ça nous fait, moi en tout cas, beaucoup de bien. Je pense qu'à mes amis aussi.
ça nous fait vraiment du bien, quoi. Ça fait du bien à l'ego, quoi, merde. On est dans l'ombre toute la journée, voilà, on sort à la lumière, personne ne sait ce que nous avons fait, alors qu'on est des comédiens, on est là justement pour être dans la lumière. La preuve, ça se voit parce qu'on est très à l'aise, hein. Sur une scène et dans la lumière, on est très à l'aise. Parce que, non mais on adore ça. C'est notre métier. Oui, c'est vrai. Donc, mais la reconnaissance, elle est venue, vous savez, de la technologie au départ. Elle est venue par la technologie, c'est-à-dire par Internet. Il y a une petite ambiguïté, parce que souvent, nous, on disait qu'un bon doublage, c'est un doublage où les téléspectateurs ou les spectateurs ne se posent pas la question en quelle langue l'acteur a joué. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut être humble, il faut faire oublier qu'il y a eu du doublage. D'un autre côté, c'est super agréable d'être reconnu pour son travail et de vous rencontrer, c'est évident. Oui, mais c'est vrai que c'est la technologie qui a amené tout ça. Je me souviens, j'en avais parlé aux copains à l'époque, un jour c'était les tout débuts de DBZ, donc ça passe à la télé, moi je regarde jamais la télé, puis je suis pas le genre de mec à rentrer à la maison, à m'écouter le soir, à faire qu'est-ce que j'ai fait là, pas vraiment mon truc. Mais, ouais, pour voir à quel point je suis à chier, t'as raison. Et un jour, je vais à la FNAC acheter, je sais plus, un bouquin ou un disque, et je vois là une espèce de Sangoku en carton découpé, mais de 2 mètres de haut, tu vois, et plein de cassettes. Cassettes, à l'époque. Je regarde ça, je vois un jeune à la FNAC, je fais des dons, ça marche, ce truc, il n'a jamais su qui j'étais, tu vois. Et le mec il me dit, oh, ouais, attendez, c'est génial. Puis alors, ça cartonne, on en vend. Et là, je reviens, je dis au copain, et à l'époque, t'as le Minitel encore, tu vois. Et je dis, mais attendez, il paraît que ça sent vachement bien, quoi. Et tous ont fait, oh ouais, parce qu'on n'avait aucun retour. Et ensuite arrive l'informatique, les réseaux sociaux, et là, on s'aperçoit, parce que les gens parlent, du succès énorme. C'est comme ça qu'on s'en est aperçu. Je m'étais assuré que pas une chaîne de télé nous a appelé pour nous dire, vous savez, vous faites un audimat, votre truc cartonne. Non, non. Quand c'est à chier sans te le faire remarquer, on t'en met plein ta gueule, hein, crois-moi, un comédien, tu peux ou du directeur artistique, mais quand tu fais un truc que c'est très bien, on ne dit jamais merci. Hein. Non, non, c'est normal. En plus, bon, c'est vrai qu'il est normal de bien faire notre travail, mais de temps en temps, ça pourrait faire plaisir lorsque tu as fait un film pour quelqu'un qui dit, bah, écoutez, merci, les versions françaises ont très bien marché, c'est quand même un peu grâce à vous. Ça vient, mais non, je parle à l'époque, oh, je parle d'il y a 30 ans, ça n'existait pas. Là maintenant, oui, on a des retours de drogues qui nous remercient pour notre travail. Oui, c'est vrai. Et puis parfois, il y a des gens qui nous offraient justement une cassette, un DVD, un truc de ce qu'on avait fait. Mais c'est rare, hein. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est très agréable. Et puis ça nous donne des ailes aussi, ça nous permet de diffuser mon petit Allocénie, nous par exemple. J'aurais jamais pu si vous n'aviez pas été tous là derrière moi. Voilà. Faire avoir des projets, dire tiens j'ai envie de faire ça, tiens je vais essayer de le faire. Voilà. Ça nous donne ça nous donne des ailes. Il y a un autre phénomène aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient fans et qui maintenant sont plus âgés et sont dans le métier et qui du coup, par exemple, le distributeur quand même de Dragon Ball Super, le Broly là, il nous a vachement intégré à sa promotion, fait des trucs, il nous a invités. Et en fait, au départ, c'était des gros fans de Dragon Ball et ils se faisaient quelque part plaisir aussi de nous avoir avec eux. Et c'est aussi parce qu'ils sont de cette génération et que maintenant, c'est eux qui s'occupent de la distribution des films. C'est une génération où on retrouve beaucoup de gens qui dessinent, qui sont graphistes et qui aimaient toute cette culture-là. Il y avait une question en suspens. Voilà, mais ça, ce sont les artistes. Les clients s'en foutent. Hein. Moi, je viens d'avoir un petit souci, si ça vous intéresse, je sais pas, il y a peut-être des fans du jeu où je fais, merde, comment il s'appelle, l'autre, le bonhomme qui bute tout le monde sur les armes, là, Soldat 76, que je double depuis le début. Là, on me rappelle, on me dit, Patrick, il y a 4-5 lignes, je ne vis plus dans Paris. Bah, écoutez, excusez-moi, bon, si je viens, j'en ai déjà pour 200 et quelques balles, je vous demande gré à gré, c'est un gré gratuitement, je fais 1000 €. Je fais ça depuis 8 ans, à chaque fois payer 150 balles, 200 balles. J'ai dit, écoutez, ok, je vous demande 1000 €, je me déplace. Ou sinon, vous trouvez un studio à La Rochelle, j'habite sur l'île de Ré, 500 €. Et les mecs ont fait non. Maintenant, je vous dis un truc. Connaissez-vous ce qu'a rapporté en 2018, grâce à vous qui achetez des jeux,
sur Wizard dans les pays francophones. Vous êtes assis? 4 milliards 900 millions. Un joueur de ligue gagne 42 000 euros par an. Au niveau mondial, 1 million de dollars pour le numéro 1. Toi, tu demandes 1000 euros, ils font oui, tu comprends. Hein. Alors que t'es la voix du truc et que t'as tous les gens des pays francophones qui disent putain, mais ta voix a marqué le jeu. Et là, je leur dis, vous savez quoi, allez vous faire foutre. J'en ai plus rien à faire. Je suis à la retraite, j'ai les moyens de pouvoir dire toi, je veux bien travailler avec toi. Toi, je ne veux plus travailler avec toi. Oui, c'est tout. Je me fais plaisir. Pardon. C'est quel est votre avis en général sur le star talent, le fait de prendre un acteur, un youtubeur ou même un sportif pour assurer un doublage parfois très pauvre. Écoute, si on m'appelle pour aller jouer la Coupe du Monde de foot, je veux bien y aller. Hein. Après, ça va être marrant. Hein. Surtout si on y va tous, là, ça mais je l'avais proposé qu'on le Non, fasse. alors attends. Si c'est des acteurs, si c'est des comédiens, pourquoi pas? Ok, c'est les comédiens, ils peuvent très bien faire du doublage. Après, bon, ils prennent pas toujours le même cache pour nous. Mais voilà, après, si c'est pas des professionnels, non, il n'y a pas de raison, enfin, c'est nul. Et très souvent, ils se rendent compte que ça porte pas grand chose. D'ailleurs, il y a un petit retour en arrière. Maintenant, quand ils prennent des gens qui ne sont pas comédiens pour un rôle, ils leur font souvent faire un tout petit rôle, un plus petit rôle. Ils font plein de pubs. Nous, on vient, on fait les grands rôles autour, ils font pas de pubs. Et puis voilà, donc ça va mieux. Mais il y a eu une époque où les mecs se prenaient les premiers rôles et tu peux demander aux directeurs artistiques qui doivent s'occuper d'eux, parfois c'est pas facile. Mais si c'est un acteur, il peut savoir faire du doublage. Hein. Parce que quand tu tournes, ton premier contact souvent avec le doublage, quand tu tournes, c'est que tu te doubles toi-même parce qu'il y a des scènes où le son est mauvais et il faut refaire la scène. Tu fais un film d'époque, par exemple, qui se passe au XVIe siècle dans un klaxon de voiture, ça fout mal. Quand tu tournes en campagne, donc on retourne ces scènes en studio. Donc ça me dérange pas si c'est des comédiens, mais le reste, je trouve ça très moyen. Même s'il y en a qui s'en sortent pas mal. Ça a été une volonté, il y a quelques années, puisque la plupart des grands films, quand même, 90% viennent des États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, ils ont décidé, par exemple, ils font un dessin animé Walt Disney, et ils vont prendre des stars américaines pour être la voix de l'ours, de trucs machin. Ils vont faire la même chose en Espagne, la même chose en France, la même chose en Italie. Ça, c'est normal, c'est du merchandising parce qu'ils marquent avec la voix de. Ils vont prendre une star aux États-Unis. Non, mais il n'y a pas que les enfants qui regardent. Ils vont prendre Depardieu, par exemple. Tout ça ne me gêne pas. Ce qui est gênant, c'est un jour, j'ai vu Reese, le rugbyman, c'est de Brothers, des plus grands studios parisiens. Il fait, tu fais quoi là? Il fait, ben, je viens pour faire un doublage. Bon, il avait demandé 40 000 euros. Et on s'est retrouvés ensemble sur le plateau. Il fait, oh putain, c'est dur. Je dis, bah écoute, c'est comme si moi j'allais défendre une Coupe du Monde, ce qu'il a dit de rugby, quoi. Vous allez vous marrer. C'est un métier. C'est un métier. Mais comme on lui a proposé le blé, on lui a proposé, il demande 30 000 euros, on lui donne, ben, il serait bien con de ne pas le faire. Moi, ça ne me gêne pas pour ça. Ce qui me gêne, quand on me dit, maintenant, on va prendre un youtubeur parce qu'il a tant de milliers de vues. Mais s'il est bon comédien, je vais lui dire, bravo, vieux. Mais s'il est à chier, je vais lui dire, t'es qu'une merde, alors reste, continue à être youtubeur, quoi. Tu vois, je veux dire, moi j'invite qu'un boucher soit un bon boucher, un dentiste, un bon dentiste. Tu sais, il y a plein de gens qui nous disent tout le temps, on peut faire quoi pour faire du doublage? Ben oui, je peux en faire, on m'a dit que j'avais une voix rigolote. Ouais, formidable. Et tu penses que parce que tu as une voix rigolote, que tu vas être capable de doubler une énorme star américaine qui est connue mondialement? Tu penses qu'elle est connue mondialement juste parce qu'elle a une belle gueule ou parce que c'est quand même une actrice ou un acteur merveilleux? Si ça s'apprend, c'est comme si tu allais chez Air France, vous savez, on m'a dit que moi dans les airs, je voudrais devenir commandant de bord. Ouais, d'accord, ok, mais tu veux pas faire l'école? Ben là, ça s'apprend. C'est un métier, c'est comme tout. Et moi, je dis toujours aux jeunes qui veulent faire ça, et il y a dans chaque ville des conservatoires d'art dramatique qui souvent sont gratuits. Je dis, allez-y, mais il y a plein de jeunes qui font. Moi, ce que je voudrais, c'est. J'en ai vu quand j'étais jeune qui disent, moi, ce que je voudrais, c'est une star de doublage comme vous. Je fais, pardon. Mais je ne suis pas une star de doublage. Je suis un comédien qui fait aussi du doublage. Ça ne veut rien dire. Star, il y en a qui disaient, moi ce que je voudrais c'est être star. Je dis, mais star, c'est pas un comédien.
c'est une conséquence. J'ai fait plein de films connus et tu dis on appelle ça star. C'est une conséquence. C'est pas un métier. Voilà, c'est tout. Pardon. C'est beau ce qu'il dit. Hein. C'est beau ce qu'il dit. Oui. Bravo. On a encore le temps pour une dernière question. Alors, qui n'a pas posé sa question? Battez-vous. Alors, qui n'a pas encore posé de question? Personne. Alors, Bon bah toi, tant pis. Alors, il y a une question un peu plus intéressante concernant, sur Dragon Ball. Est-ce que comment dire? Non. Est-ce qu'à l'avenir, il y aura un doublage sur une promotionnelle Dragon Ball Heroes, enfin Super Dragon Ball Heroes, ou est-ce que c'est une exclusivité japonaise et que ça n'arrivera jamais en France? On peut pas le savoir. Nous, on ne sait pas, tu sais. On est au courant au dernier moment quand il y a des trucs. On est à la 5e roue du carrosse. Voilà, On a appris, moi j'ai appris, j'ai dû l'apprendre aussi par des fans qui ont français, qui ont rêvant d'aller au Japon, et certains, crois-moi, qui ont de très belles réussites, qu'on a reconnues, qui vivent là-bas, qui travaillent là-bas, qui font des trucs hyper intéressants, dans le dessin animé entre autres, et pas que, qui nous ont dit un jour que là, actuellement, ils seraient en train de se fabriquer 160 nouveaux épisodes. Mais c'est tout ce qu'on sait. Tu sais que nous, généralement, bon, c'est le directeur artistique qui nous appelle, et il nous appelle style 3 jours, ou oh, ça y est, enfin, j'ai fini le coronavirus. Putain, je voulais pas lui, là. Mais les gestes barrières, merde. Là, j'ai mis ma main, comme ça, pour ça, il a vu. Et donc, on ne sait pas. Les profils sont les trois tout pourris. Non, ouais, on n'est jamais au courant de rien. De rien en fait. Et à la limite, même ils peuvent nous remplacer. Hein. Ils peuvent décider d'aller faire en Belgique parce que c'est moins cher. Nous, on ne peut rien faire. Hein. Ouais, c'est vrai. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est pour Chaque œuvre de doublage, tous que l'on enregistre, on signe un contrat, d'abord de ne pas parler de l'œuvre. C'est confidentialité, c'est-à-dire si on va sur les réseaux ou des trucs, alors là tu tombes sur des avocats de Walt Disney et tout, ils sont pas deux, hein, puis ils sont les meilleurs au monde. Là je peux t'assurer que tu peux revendre ta baraque et tout si t'attaques. Hein. Il y a un pote qui s'amusait à faire le con, qui s'appelle Pag. Patch. Il a failli, ils ont été très cool parce que et la boîte était très transformée. Il a eu du cul. Hein. Ah mais du cul comme c'est l'imaginaire. 16 avocats. C'est pas grave, c'est un con de toute façon. Non mais je le pense. C'est un arriviste, c'est un mec qui il a rencontré les vidéos dans les conventions avec nous, il s'est fait pote tout de suite avec plein de youtubeurs, et moi je le dis, et il se trouve que, oui parce que je dis la vérité, il se trouve qu'il a dit, je vais monter une chaîne, il a demandé à se faire aider, il a touché à peu près 40 000 € de gens comme vous qui ont mis du blé, il a pris le blé, il s'est cassé. Ok, donc pour moi c'est un connard et un enculé. Voilà. Qu'est-ce que je disais avant de parler de lui? Oui, donc, et on signe donc des contrats de confidentialité, mais aussi on nous demande de signer des contrats quand on double n'importe quelle œuvre, série, dessin animé, téléfilm, film, cinéma, comme quoi nous ne sommes propriétaires de rien et que la production se permet le droit de nous remplacer à tout moment. Tu ne veux pas signer ce contrat, bah, tu ne t'enregistres pas le film. C'est qu'il se couvre. C'est-à-dire que demain matin, pour des raisons X ou Y, soit je ne leur paie plus parce que j'ai ouvert ma gueule, ce qui ne m'empêchera jamais d'ouvrir ma gueule, de toute façon je l'ai toujours fait. Mais ils peuvent me jeter Brigitte, les seuls trucs, par exemple pour DBZ, on représente quand même tellement dans les pays francophones, hein, pas qu'en France, ils savent. Ils sont pas cons, hein, ils se renseignent aussi sur les réseaux sociaux. Ils savent, si tu veux, mais en même temps, s'ils veulent vraiment le faire, les gens vont gueuler. Oui, mais ils peuvent... 1 mois, 2 mois, puis dans 3 ans, Dragon Ball Z continuera et il y aura d'autres voix. Ils peuvent faire ça avec n'importe qui. Tiens, il y en a un qui l'a subi de plein fouet, c'est Mark sur Friends. Ils ont osé, les comédiens, de demander un poil plus d'argent.
Aujourd'hui, ça marche. Bon, mais c'est pas sûr. Regarde, il remplace Dominique Collignon-Morin en ce moment sur Nicolas Cage. Pourquoi? Parce qu'il demande, ce qui est normal, il double quand même Star, ce qu'on appelle un gré à gré, il demande 5 000 € pour le film, quand tu vois ce qu'a gagné Cage, ce qui pour eux, mais comment elle est que dalle. C'est, quand tu vois la publicité qu'ils font, c'est rien. Il demande, et Cage fait pas, il fait peut-être 2 films par an, donc il se prend 10 000 € dans l'année. Il y a des gens qui font, ouais, mais putain, 5 000 € pour un film, tu fais, oui, mais quand on a fait 2 et que tu as gagné que 10 000 €, divisé par 12 mois, ça fait pas beaucoup par mois, hein, c'est moins que le SMIC. C'est comme ça qu'il faut voir. Et qu'il a demandé 5 000 balles. Vous savez ce qu'on lui a répondu? À cause du Covid, nous avons perdu beaucoup d'argent, nous ne pourrons pas. Ils l'ont viré. Et moi, j'ai mis, là, j'arrête pas de gueuler, sur Facebook, j'ai mis, j'aimerais savoir celui quand même qui va avoir les couilles d'accepter. Parce que celui de le remplacer. Tu vois, parce que lui, je vais aller le regarder et lui dire, mais ma main dans la gueule, tu vas te la prendre, espèce d'enfoiré de merde. Merci beaucoup.